bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Céline Lelard, donc je suis responsable de la production d'eau potable à Grand Poitiers, la direction eau assainissement. Et donc, alors, je vous remercie d'être venus. Bon, voilà, on attendait, on a eu un peu peur sur le nombre de participants à cette conférence, mais finalement, la salle se remplit. Donc, voilà, c'est très bien. Donc, merci en tous les cas d'être venus à cette conférence. Donc, organisée dans le cadre des Journées mondiales de l'eau. Donc c'est c'est la Journée mondiale de l'eau, le 22 mars. Alors le thème de cette conférence ou de cette table ronde, c'est santé et environnement. Alors c'est pas le thème qui a été retenu au niveau mondial par l'OMS, qui était plutôt sur les eaux souterraines. Mais bon, de toute façon, on en parlera. La santé-environnement, donc c'est un thème plutôt cher à Grand Poitiers, qui fait de la santé-environnement une de ses priorités et qui la met en œuvre dans différentes de ses politiques publiques, donc au travers de la protection de la ressource en eau, de la préservation des milieux naturels, et puis aussi le contrat local de santé que la ville de Poitiers porte. Donc on sait que l'environnement, voilà, c'est un déterminant majeur de la santé humaine et que la qualité de l'air, de l'eau est déterminante. Et donc il faut aussi prendre en compte les effets du changement climatique pour appréhender cette notion de santé-environnement. Alors, on a la chance d'accueillir justement des experts dans le domaine de l'eau et dans le domaine de la santé-environnement. Donc, je les remercie tout d'abord d'avoir accepté cette invitation. Et puis, je vais rapidement leur laisser la parole, puisque voilà, c'est eux qui vont pouvoir nous éclairer sur ces sujets. Et puis, vous aurez l'occasion de poser vos questions plutôt en fin d'intervention. Donc, il y aura 3 interventions. Donc la première, professeur Alain Dupuis, donc, qui est directeur de l'école d'ingénieurs l'ENSEGID à Bordeaux, et puis qui est membre d'Acclimatera, et donc qui nous parlera du changement climatique et de ses effets sur la disponibilité de la ressource en eau. Ensuite, on aura l'intervention de Nathalie Carpel de l'Université de Poitiers, donc au laboratoire IC2MP, et donc qui fera la transition en fait entre donc Monsieur Alain Dupuis et Monsieur Antoine Dupuis, voilà, qui nous parlera plus de l'approche un peu analytique que le laboratoire mène dans le domaine de l'eau, les travaux de recherche que le laboratoire mène en partenariat avec Grand Poitiers notamment. Et puis en dernière intervention, donc professeur Antoine Dupuis, Université de Poitiers également. Voilà, et donc, il nous parlera plus du risque sanitaire en faisant un peu le focus sur quelques polluants, en fait, un risque qu'il a ciblé. Et donc, on parlera vraiment risque sanitaire. Donc voilà, je vais leur laisser la parole puisque vous êtes là pour être éclairés sur ces sujets. Donc, des interventions d'une petite demi-heure, et puis on échangera donc en fin de réserver vos questions, voilà, plutôt pour les poser à la fin. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc j'ai l'honneur de commencer. Alors je suis désolé, je vais le faire moi aussi debout. On a une petite zapette, donc c'est parfait. Alors, effectivement, on m'a demandé de venir vous parler des problématiques liées à l'eau, mais la cause, on va dire, l'origine de cette problématique-là, il m'a semblé opportun de vous en parler. Et en tant que membre d'Acclimatera, Acclimatera, c'est le comité scientifique du changement climatique et de l'adaptation au changement climatique qui a été créé en région Aquitaine, puis Nouvelle-Aquitaine, il y a maintenant plus de 10 ans. Et l'idée, c'est de faire avec vous une synthèse de ce qui va se passer et comment ça va impacter les ressources en eau, alors globalement, puis localement au niveau national, et un petit focus pour terminer, mais là je parlerai sous le contrôle de Madame Lelard, sur les ressources en eau du Grand Poitiers. Alors effectivement, le changement climatique, tout part du fonctionnement atmosphérique, du bilan d'énergie de notre système atmosphérique. Ici, vous avez effectivement les grandes recettes, comment ça fonctionne.
Alors, la cause, c'est l'effet de serre. En fait, la cause, c'est l'augmentation de la concentration en gaz à effet de serre dans notre atmosphère. Alors, on décrit l'effet de serre, mais il faut le savoir, sans effet de serre, au lieu d'être à plus 15 en moyenne interannuelle absolue à la surface de notre Terre, on serait à moins 18. Donc, l'effet de serre, c'est quand même bénéfique. Hein. Sinon, pour notre habitat, on va dire, quotidien, moins 18, c'est moins confortable que plus 15. Le problème, c'est que on va et on a déjà un peu perturbé les concentrations naturelles en gaz à effet de serre, dont le CO2 et la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Alors sur ce schéma ici, vous avez quelque chose qui vous synthétise en termes d'énergie cette fois-ci. L'unité ici, c'est important, ce sont des watts par mètre carré. Autrement dit, c'est l'énergie qu'on reçoit. Vous voyez, on reçoit une énergie de l'ordre de 341 watts par mètre carré. Puis, c'est un peu rétrodiffusé, ça arrive au sol. Le problème, ça ne vient pas d'ici, ça vient de ce qui se passe ici, dans tout ce qui est les gaz à effet de serre. Grâce à eux, on a une rétrodiffusion ou une radiation descendante, vous voyez, normalement de 333 watts par mètre carré supplémentaires, ce qui nous permet d'arriver à nos plus 15. Ça, c'est le fonctionnement stabilisé. Sauf que l'homme est intervenu. Vous avez ici deux schémas. Le premier, à gauche, là, vous avez ici 800 000 ans, résumé, d'évolution des concentrations en CO2 dans l'atmosphère. Comment on fait? En fait, des microbules d'air sont piégées dans les calottes glaciaires. On sait les analyser grâce à des laboratoires analytiques et on sait reconstituer comme ça l'historique. Plus on va profond, plus on va ancien. Les calottes glaciaires nous donnent 800 000 ans. Et alors, ce qui est intéressant de remarquer, ce sont ces cycles. Voyez. Le pic était aux environs de 280 ppm, partie par million. Et ici, on était en moyenne, en valeur basse, aux environs de 180. En fait, ces cycles, quand on est en bas, ce sont des glaciations. Quand on est en haut, ce sont des cycles dits interglaciaires ou un climat dit tempéré. Le problème, c'est que ici, depuis la dernière glaciation, on a repris une interglaciaire. Et puis au temps présent, là, quelque chose près, vous voyez que la concentration, elle est là maintenant. L'image de droite, c'est la même chose, sauf que c'est sur les derniers, on va dire, 60 ans ou 50 ans. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate gentiment qu'on est passé à plus de 400 ppm de CO2 dans notre atmosphère. Et ça, c'est bel et bien la preuve que c'est l'activité humaine qui est en train de générer ce rejet de CO2 dans l'atmosphère. Alors, comment ça se passe après? Une fois qu'on a dit ça, on a augmenté la concentration de gaz à effet de serre. Mais je reviens sur mon schéma de physique fondamental sur la physique de l'atmosphère, et je vois que selon le scénario du GIEC, ça va chahuter de plus 2,6 ou plus 8,5 watts par mètre carré par rapport à ces 333. Donc vous voyez qu'on est en train de faire des modifications quasiment infinitésimales. On est à moins de 5% de variation supplémentaire de flux d'énergie, sauf que ça va nous chahuter notre modèle climatique planétaire. Alors comment ça va se passer? En fait, les deux grands effets qui nous intéressent, c'est ici que ça se passe, à la surface de la planète. C'est que le flux de chaleur, en fonction d'où on est, va augmenter de 15 à 50%. Et ça, c'est non négligeable. Et surtout, alors ici c'est le terme anglais evaporation, mais c'est évaporation et évapotranspiration, qui va elle aussi augmenter de 3 à 10%. Et ce faisant, ça va avoir des incidences non seulement sur la température, vous l'avez compris, mais également sur l'eau. Ici, c'est pour vous montrer qu'en fait, on est déjà, sur la planète, on n'est pas traité de la même manière. Ce schéma-là, c'est depuis 1880, alors l'ère dite pré-industrielle, pour vous montrer que selon qu'on prenne une référence avant la fin du 19e siècle ou dans les années 60, on est soit à 1 degré d'augmentation, soit déjà à 1,3 degré d'augmentation en moyenne interannuelle mondiale. Ça ne veut rien dire, on ne vit pas avec les moyennes. Mais on est déjà à 1,3 en globalité sur notre Terre. Si vous regardez ici, à droite, cette fois-ci, c'est la différence qu'il y a entre ce qui se passe dans les océans, c'est la courbe bleue, et ce qu'il se passe sur les terres, la courbe rouge. L'eau, elle a quand même une super capacité, elle a une capacité calorifique de 4,18 joules, autrement dit, elle est en capacité d'absorber beaucoup d'énergie, et donc de moins se réchauffer.
moins se réchauffer que les terres. Et du coup, par conséquent, c'est l'explication du dernier schéma. En bleu, c'est l'hémisphère sud. En rouge, c'est l'hémisphère nord. Et vous voyez que l'hémisphère nord se réchauffe beaucoup plus vite que l'hémisphère sud. Pourquoi ? Parce qu'on a plus de surface de terre exondée dans la partie nord de notre hémisphère que dans la partie sud, tout simplement. Et du coup, on regardera les cartes, mais cette signature-là, elle est maximisée au niveau du pôle nord. Alors justement, en termes de température, voilà ce que le précédent rapport du GIEC nous prévoyait. Là, je compare toujours les deux scénarios, le RCP 2.5 et le RCP 2.6 et le RCP 8.5, que j'ai qualifié de vertueux. C'est-à-dire qu'on serait en capacité de stopper, d'être neutre en carbone et de stopper toutes nos émissions de CO2. Et le scénario le pire, c'est-à-dire si on laissait faire, si on continuait à émettre autant de CO2 qu'on ne le fait actuellement. Mais ici, vous avez des cartes mondiales de distribution, alors là aussi des températures moyennes annuelles des températures. Et vous voyez que si on était vertueux, on serait par rapport à notre territoire aux environs de 1 degré à 1,5 degré d'augmentation. Donc tout va bien, tout irait bien. Par contre, si on considère le 8.5, là, l'échelle de couleur, c'est du rouge plutôt écarlate, et on est plutôt de 5 à 7 degrés d'augmentation de moyenne annuelle. Et pour avoir à peu près une idée de ce que ça donne en valeur maximale, vous prenez votre maximum quotidien, ici, l'été, c'est 35 degrés à peu près, sauf en pic, on a dépassé les 40, mais mettons 35, plus 5 degrés de moyenne, et nous, on a l'habitude de rajouter à peu près, pour ces extrêmes, 7 à 8 degrés, pour vous donner l'échelle. Là, on serait aux environs de 48 degrés, en maximum, ici. Donc là, ça devient préoccupant. La même chose, mais pour l'eau. Parce qu'il y a un lien entre ce qui se passe en température et ce qui se passe en eau. Ici, pareil, 2.6, vous voyez que ça ne change pas grand-chose. On retrouve les climats avec notamment des variabilités, enfin une stabilité de moins 10 à plus 10% de variabilité de distribution des précipitations totales annuelles, autrement dit une stabilisation. Et puis, par contre, si on prend le pire, malheureusement c'est ce qui nous attendrait, on va mettre ça au conditionnel, on voit apparaître des ceintures très humides, les pôles notamment, plus la ceinture équatoriale, et surtout on voit apparaître très marquées des ceintures tropicales qui sont en train de s'assécher, puisque là on est plutôt vers la baisse. Et c'est là où ça nous concerne, je vais revenir tout doucement vers la France, c'est que là on est à la bordure d'une ceinture qui est en train de s'assécher, d'accord ? Donc typiquement on va avoir une remontée d'une cellule, je vais vous l'illustrer juste après, de climat mondial qui va remonter du sud, donc de l'Afrique du Nord, vers le sud du continent européen. Ici, je vous avais mis ça, mais c'est connu, c'était pour le rapport du GIEC aux décideurs, c'était le rappel des grandes influences du changement climatique. Et vous voyez qu'on a quand même des influences, notamment sur l'eau, avec des pluies torrentielles. Et là, c'était le rapport entre la différence qu'il y avait pour illustrer ce qui se passait entre 2 degrés et 1,5 degrés d'augmentation. En fait, ce qu'il faut noter, c'est qu'à 1,5, c'est à peu près ce que l'on a actuellement. À 2 degrés, on voit une accélération des phénomènes et une amplification des phénomènes de haute énergie, autrement dit des précipitations intenses, des tempêtes, des submersions amplifiées et ainsi de suite. Donc il y a vraiment un seuil qu'il faudrait éviter de franchir. Les cellules dont je vous parlais tout à l'heure, les voilà. En fait, le changement climatique ne modifie pas ça. Ici, vous avez la manière dont le climat est régulé par des grandes cellules, notamment celle-ci, la cellule de Hadley, qui est écrite ici, qui nous permet de délimiter où s'arrête la zone chaude et sèche. Et en fait, ce qui se passe, c'est illustré sur ce bloc diagramme, c'est la même chose, c'est que la cellule de Hadley va remonter vers le nord. Et si on regarde bien, en fait, on va être impacté par la remontée de cette cellule. Donc, le schéma de fonctionnement est le même, mais c'est équivalent à des cellules de convection, même si ce n'est pas ça. Le schéma est le même, le schéma est conservé, mais ce schéma-là va se déplacer spatialement et on va donc être impacté. En fait, l'Espagne va être beaucoup plus impactée que nous, mais nous, on va être impactés malgré tout. Alors, le changement climatique, c'est quoi aussi ? En fait, je vous l'ai montré, c'est un réchauffement de l'atmosphère. Alors, ça va se réchauffer, c'est une bonne nouvelle parce que le réchauffement de l'atmosphère
permet, puisque ce sont des gaz qui peuvent contenir de la vapeur d'eau, de contenir plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Vous allez me dire, mais ça c'est une bonne nouvelle, parce que s'il y a plus de vapeur d'eau, typiquement, ça veut dire potentiellement plus de précipitations. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'en fait, la capacité qu'a l'atmosphère à contenir de l'eau, elle augmente avec la température. Autrement dit, plus on a une atmosphère chaude, plus on peut y mettre d'eau. Mais malheureusement, ce qui augmente aussi avec ça, c'est le point de condensation, qui lui aussi augmente en concentration. Ça veut dire qu'il faut encore plus d'eau dans l'atmosphère pour faire une précipitation. Je vais prendre une illustration très simple. Le matin, quand nous prenons nos douches, dans nos cabines de douche, il fait chaud, il fait humide, mais il ne pleut pas. Alors que vous avez sursaturé l'atmosphère du cabinet de douche. Ben, il pleut que sous la poire de douche, c'est tout. Mais c'est exactement le même phénomène. Par contre, quand on atteint cette capacité de condensation et qu'on a franchi le seuil, là par contre, on a des précipitations intenses, violentes, avec des temps de concentration très courts et autrement dit des lampes d'eau précipitées très importantes sur un lieu donné. Autrement dit, des problèmes qui vont s'avérer tout de suite immédiats, des inondations, du ruissellement, de l'érosion et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, c'est le bilan atmosphérique, il est là le problème. Et en plus on a une atmosphère avec de l'énergie, plus on a du vent. Je vous l'ai dit, on peut aussi, la radiation solaire peut augmenter l'effet d'évaporation, le vent, la température. Seule l'humidité du sol peut concourir à faire baisser cette capacité d'évapotranspiration. Du coup, on arrive à une carte mondiale qui est connue, mais qui est très explicite. Vous n'avez que deux critères, deux paramètres en fait, qui permettent de considérer ça. C'est assez simple. Soit vous avez suffisamment d'eau et votre territoire permet l'évapotranspiration de tout ce qui est évapotranspirable, mais il reste encore de l'eau. Et là, ça apparaît en vert et bleu. Donc on voit tout de suite où sont les régions qui vont rester humides. Et de l'autre côté, tout ce qui est jaune, orange ou rouge, c'est le contraire. On n'a plus assez d'eau et en fait, on a trop d'énergie. Et donc là, on a assèchement. Et si vous regardez bien ce qui se passe, vous voyez que le Sahara, bien sûr, toute cette ceinture là, tropicale, elle est très très sèche. L'Espagne aussi. Et nous, nous, en fait, ça ne se voit pas, mais la bonne couleur, elle est là. C'est-à-dire qu'on est plutôt, on a versé du côté plutôt sec, alors qu'on était avant un pays humide. Alors, l'eau sur Terre, c'est un vaste débat, parce que je vous ai parlé des phénomènes, mais la ressource en eau, la disponibilité de la ressource, souvent on l'exprime comme ça. Alors ici, vous avez le cycle de l'eau, ça vous permet de situer les chiffres en milliards de kilomètres cubes. Ici, vous avez aussi une autre représentation. Sachez que 97,5% selon les auteurs, ou 97% de l'eau sur Terre est salée. Si vous regardez le chiffre, c'est 1,365 milliard de kilomètres cubes. C'est inimaginable, on a du mal à se le concevoir. Alors je vais vous proposer une autre approche, c'est la même chose, mais comme ça. Ça, vous avez la Terre, elle est bleue, on a de l'eau, une atmosphère, il y a aussi de l'eau. Donc tout ça est bleu et blanc, on a les nuages, facile. Imaginez la même Terre, même échelle, modélisée, mais sans les océans. Et toutes les eaux qu'on a enlevées, alors les océans d'un côté, les eaux douces continentales, glaciers et autres d'une autre, et tout ça ramené avec des sphères. Donc on concentre les eaux sous forme de sphères à la même échelle que la planète. D'accord ? C'est un ratio de volume. Ça donne ça. Celle-là, 1600 km de diamètre, c'est l'ensemble des océans planétaires. Donc c'est bel et bien une pellicule. Celle-ci, c'est toutes les eaux continentales, glaciers, Islandis, eau de surface, eau souterraine. Et celle-ci, là, ici, ce sont les eaux continentales, surface et souterraines, sans les glaciers. Donc nos ressources, là on les voit. C'est plus des milliers de kilomètres cubes, ça ne veut rien dire. Les voilà. Et là, on se pose le problème, en fait, maintenant il va falloir gérer. Il faut apprendre à gérer parce que la distribution temporelle et spatiale de notre ressource va changer. Il faut réapprendre des choses qu'on a un peu oubliées depuis 800 000 ans, puisqu'on avait des climats gentiment régulés. Alors en France, je vais aller accélérer parce que je suis bavard, mais ici, c'est quelque chose qui est connu des spécialistes, ça s'appelle le retrait-gonflement des argiles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais en fait, les sols ont des comportements différenciés en fonction de la teneur en eau. Vous voyez qu'il y a des régions, toutes les régions ne sont pas égales, mais quand on est ici, dans le seuil du Poitou, vous voyez qu'on est un peu comme dans le sud-ouest, on est bien doté en argile qui vont avoir des comportements rhéologiques différenciés, qu'elles soient humides ou sèches. Et le problème, c'est ici, c'est qu'en fait, les courbes de projection, ici vous avez les max, les min,
Et en fait, les cours de projection vont tendre vers ce minimum d'humidité. Autrement dit, on va aller de plus en plus sec et de moins en moins humide, même s'il y aura quand même une différence. Ça veut donc dire que les assureurs qui s'inquiètent de ça, ils regardent ça de très très près. On va avoir de plus en plus d'instabilité de sol. Alors pour les bâtiments, bien sûr, mais instabilité également pour l'érosion. Donc ça, c'est un gros problème, perte de terre. Vous avez également cette carte qui est très intéressante, ce sont les risques incendies. Si vous regardez sur la période de fin de siècle, le massif landais apparaissait, ici le sud Charente, on voyait en vert la Sologne, et puis bien sûr l'arc méditerranéen était rouge. Fin de siècle prochain, ce n'est pas du tout la même histoire. Le triangle landais est en rouge, les forêts du Périgord apparaissent, et même la Sologne, qui était carrément en verte, là, devient à risque incendie. Il faut savoir que depuis des décennies, il n'y en avait pas eu, mais il y a eu des incendies en Suède, dans le nord d'Angleterre, et ainsi de suite. On est en train de gagner le risque incendie. Il n'y a pas que la Grèce ou le Portugal. Hein. Et cette carte-là, elle est malheureusement très connue. C'est la carte issue du projet Explore 2070 qui permet d'imaginer ce que vont être les débits moyens de nos cours d'eau en France à l'horizon 2070. C'est facile, plus c'est rouge, plus ça baisse. Quand un triangle est orienté vers le haut, ça augmente, mais ne cherchez pas, il n'y en a pas. Tous les triangles, tous les débits simulés à l'horizon 2070 sont à la baisse. Vous voyez que le quart sud-ouest de la France est particulièrement touché. Autre problème aussi, je l'ai déjà évoqué, augmentation de la température moyenne des océans, bien sûr fonte des glaciers, plus d'eau dans l'océan, donc submersion marine, mais ce n'est pas ça le problème en fait, c'est l'élévation de température de l'eau, en moyenne, va faire dilater la colonne d'eau. Et c'est pour ça qu'on va avoir des submersions et des érosions. Ici, c'est l'île d'Oléron. Après, les érosions, pourquoi? Parce qu'on a des systèmes avec beaucoup plus d'énergie. Donc, toutes les zones, on va dire, de Nouvelle-Aquitaine, mais c'est valable partout en France, ont bel et bien été identifiées par rapport aux problèmes de submersion, par rapport aux problèmes d'érosion. Et puis, ce qui est intéressant à retenir aussi, c'est que sur cette carte de l'Europe, vous avez une étude qui a été menée sur la typologie des crues. En rouge, des crues du type crue éclair, donc temps de concentration des précipitations très intense et très locale, et alors qu'avant on avait plutôt ce comportement en bleu qui était des crues, on va dire, sur du cycle hydrologique de cours d'eau. On va nous changer de paradigme ici, notamment dans le quart sud-ouest de la France, pour aller vers des crues de plus en plus éclairs, de type très concentré, avec des épisodes pluvieux. Nous, l'année dernière, ça vaut ce que ça vaut, mais en Gironde, on a eu 3 épisodes à plus de 137 mm en 1 heure. Autrement dit, sur le territoire où c'est tombé, c'est inondation obligatoire. On ne sait pas lutter contre ça. Et puis, ce qui, moi, me touche en tant qu'hydrogéologue, c'est que ça, je vous ai montré la surface, mais dans le souterrain, ce n'est pas mieux. Parce que tous les systèmes aquifères, avec ces nouvelles modalités de distribution des précipitations, vont être moins rechargés. Autrement dit, on aura moins de stock, moins de renouvellement de notre stock souterrain. Or, ce stock-là, c'est 70% des ressources sous nos pieds. Donc ça, on se pose des grosses questions pour la gestion durable. Et pour terminer, mais là, je parle sous le contrôle de Mme Lelard, à Poitiers, on m'a demandé de donner mon avis sur Poitiers. Pas de problème, je vais vous le donner. Vous avez la chance d'avoir plusieurs types de ressources. Alors, je ne les resituerai pas parce qu'il y a longtemps que je les ai pratiquées, mais j'ai un peu perdu ma géographie pictave. Mais vous avez plusieurs types de ressources. Et l'avantage, c'est qu'elles ont des spécificités. Alors, par exemple, vous avez ici, moi j'ai identifié 8 ressources avec l'aide de Mme Lelard. Des captages, on va dire, peu profonds, des galeries drainantes, un captage en eau de surface, des forages beaucoup plus profonds. Et en fait, quand on fait une analyse simple de criticité en fait, de ces ressources, voilà ce que je peux vous proposer. Soit elles sont vulnérables quantitativement et qualitativement. C'est ce que j'ai classé en rouge. Et là, du coup, vous voyez que vous en avez 3 sur 8. Alors, bien entendu, on repère tout de suite le captage en eau de surface. Pourquoi? Parce qu'en fait, une contamination en eau de surface, ça arrive très vite, ça peut être très, très facile. Et puis, c'est surtout soumis aux aléas climatiques, très rapidement, on le saura. Après, vous avez des ressources en fait, qui sont soit vulnérables qualitativement, soit quantitativement. Sur la géologie, je n'en ai pas parlé, mais vous êtes sur le versant nord du seuil du Poitou, ce qu'on appelle le versant nord du seuil du Poitou, donc sur le bassin Loire-Bretagne.
Et malheureusement, vous avez effectivement des ressources profondes, si je puis dire, mais en fait, qui ne sont pas si profondes que ça. C'est quelques centaines ou quelques dizaines de mètres. Pour vous donner un ordre de grandeur, sous Bordeaux, on va chercher de l'eau potable à 1300 mètres de profondeur. Ici, ça s'arrête à 120. Ouais. Vous voyez qu'on n'est pas sur le même ordre de grandeur. Donc en fait, vos ressources, elles sont certes un peu profondes, mais pas tant que ça, en fait, par rapport à... Mais par contre, l'âge de vos eaux, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on est proche de la surface, plus l'âge de l'eau est récent. Nous, l'eau qu'on va chercher à 1300 mètres de profondeur, elle a 35 000 ans. D'accord ? Donc vous voyez que vous avez des avantages, par contre. Les ressources peu vulnérables, et qualitativement et quantitativement, mais vous en avez. Le captage du Peu, que je ne connais pas, le champ captant de Charassé, celui-là je le connais, et le forage infratoire ancien de Fleury, qui est un des forages profonds. Et c'est pour ça qu'il est protégé. Et donc, vous avez qualitativement une eau nativement bonne et protégée parce qu'elle est plus profonde. Donc, en fait, votre ressource, enfin, Poitiers, le Grand Poitiers, moi, je l'ai classé avec des avantages parce que vous avez des diversités de ressources en alimentation en eau potable. Et ça, c'est un énorme plus. Par contre, j'ai trouvé une majorité de ressources quand même susceptibles d'être vulnérables. Et ça, mais je pense que c'est le travail que vous devez mener, qui est à mener pour sécuriser cette ressource, cette alimentation, pour satisfaire les besoins de la population. Et je crois que j'en ai fini. Voilà, merci beaucoup. Merci pour ces explications sur effectivement les effets du changement climatique qui effectivement ne sont pas forcément optimistes, mais voilà, immédiats, mais en même temps, il faut s'en préoccuper maintenant si on veut avoir un effet dessus. Et puis pour cette analyse effectivement des ressources en eau potable de Grand Poitiers. Et c'est vrai que c'est une préoccupation de sécuriser et qualitativement et quantitativement nos ressources. Donc c'est pour ça qu'on en a un certain nombre, mais que c'est pas pour autant qu'il ne faut pas les préserver et mener des actions pour les garder sur du long terme. Alors du coup, l'intervention de Nathalie Carpel, du coup, sur plutôt les aspects un peu analytiques. Je vous laisse oui, en développer. fait, je vais faire une petite transition par rapport à ce que Antoine Dupuis va nous dire tout à l'heure. Donc moi, je vais vous parler plus des ressources en eau potable, mais vulnérables, donc des eaux de rivière. Donc moi, je travaille dans un laboratoire qui fait des recherches sur les procédés de dépollution de l'eau, donc de traitement notamment pour faire de l'eau potable, et sur les procédés d'analyse des eaux. Donc c'est ces deux éléments dont je vais vous parler très rapidement, sachant que j'ai 6 minutes qui m'ont été attribuées. Donc si vous voulez, parce que c'est une transition encore une fois, si vous voulez plus d'informations sur ce que je vais dire, en fait vous avez un site internet, un document internet qui s'appelle Le Sens de l'eau. Donc en tapant Le Sens de l'eau et IC2MP, donc le laboratoire dans lequel je travaille, vous allez tomber donc sur un document didactique, ce qu'on appelle un web document, qui permet un peu de se promener un petit peu sur les différentes problématiques liées au polluant des eaux, notamment des eaux de rivière. Donc moi je vais axer encore une fois ma présentation sur les eaux de rivière. Donc concernant les eaux utilisées pour produire de l'eau potable, donc les eaux de rivière, les constituants qui ont un impact sur la santé sont donc les micro-organismes et puis les polluants. Donc avec deux sortes de polluants, les polluants organiques et les polluants inorganiques. Sachant que pour produire de l'eau potable, l'élément pour lequel le risque sanitaire est le plus élevé, c'est le paramètre microbiologique. Donc le risque microbiologique, c'est pour ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a toujours une étape de désinfection pour produire de l'eau potable. Mais moi, encore une fois, je vais vous focaliser ma présentation sur les polluants organiques. Donc les eaux de rivière sont particulièrement chargées et turbides, et donc sont turbides et sont chargées en composés, en polluants que l'on ne voit pas à l'œil nu. Donc les procédés qui sont utilisés pour produire de l'eau potable à partir de l'eau de rivière sont en fait des procédés qui sont assez complexes et assez nombreux. Concernant les polluants organiques
et en particulier ceux qui sont présents à l'état de trace dans les eaux de rivière, donc du type pesticides, composés pharmaceutiques, cosmétiques. En fait, il y en a seulement un nombre limité, en nombre limité, qui sont réglementés pour la distribution de l'eau potable. Donc en effet, ce qui est la réglementation en eau potable axe sur un nombre limité de polluants qui sont représentatifs de différentes classes de polluants. Donc la classe des pesticides, la classe des composés volatiles. Et seul donc, un nombre limité de polluants font l'objet d'une surveillance dans les eaux de consommation. Or, avec le développement analytique, notamment ces 10 dernières années, en fait, on s'aperçoit que dans les rivières, donc dans les ressources en eau, on a une très large quantité de constituants présents dans les eaux, dans ces eaux. Donc, on retrouve les composés polluants considérés comme polluants et qui sont réglementés et qui sont en nombre limité. On arrive à analyser un certain nombre de contaminants dits émergents, donc des contaminants que l'on a identifiés et quantifiés relativement récemment. C'est le cas des cosmétiques notamment, et aussi des composés pharmaceutiques qui ont été identifiés finalement comme présents dans les eaux d'une manière relativement récente. Et puis on arrive, avec les outils analytiques actuels, à mettre en évidence un très grand nombre de constituants, de composés présents dans les eaux de rivière, dans les ressources en eau, mais pour lesquels, à ce jour, on n'est encore pas capable de mettre un nom, c'est-à-dire une molécule, et puis encore moins une concentration, puisqu'on n'a pas à disposition de solutions étalons pour pouvoir quantifier ces composés en très grand nombre. Et puis, on ne sait même pas si ce sont des contaminants, s'ils sont polluants. Donc en fait, on a dans les eaux de rivière une très grande quantité, une très grande diversité de composés présents dans ces rivières. Donc en fait, ce qu'on arrive à analyser, à quantifier, c'est la partie émergée de l'iceberg. On a toute une quantité qu'on sait que c'est là, mais on ne sait pas ce que c'est. Par contre, ce qui est rassurant, c'est que tous ces composés, la majorité qui sont présents dans ces eaux, en fait, sont présents à très faible concentration, de l'ordre du millionième de gramme par litre. Si je vous donne un ordre d'idée, ça représenterait, si le sucre était un contaminant, par exemple, en fait, on aurait moins de 1 millionième de morceaux de sucre dans un litre, donc qui serait l'équivalent d'un polluant présent dans une eau de rivière. Ou alors, quand on trouve des composés pharmaceutiques dans les eaux de rivière, en fait, on a l'équivalent de moins de 1 centième de comprimé dans l'équivalent du volume d'une piscine, c'est-à-dire 3000 m3. Donc, pour vous dire que les composés que l'on trouve et qu'on arrive à identifier sont quand même présents en très faible quantité. Donc, on a une large diversité de composés. Quand on voit le triangle, on a énormément de composés. Et en fait, cette multitude de composés vient en fait des multiples usages qu'on fait de toutes les molécules, de tous les composés que l'on utilise, mais essentiellement à usage domestique. En fait, ce n'est pas forcément les industriels qui sont responsables de la présence de tous ces composés, c'est nous-mêmes, puisque quand on prend un gel douche, on a le composé actif, mais on a plein d'adjuvants, on a les parfums, enfin voilà. Et autre difficulté, c'est qu'une molécule que l'on va rejeter donc après usage, en fait, elle va se transformer en plein d'autres de composés, et à partir d'une molécule initiale, en fait, elle va être la source elle-même d'une multitude de composés. Si je prends l'exemple, par exemple, d'un médicament, si on prend quand on ingère du paracétamol, par exemple, donc si je considère uniquement la molécule de paracétamol, en fait, cette molécule va se transformer dans l'organisme pour être active, donc c'est ce qu'on appelle la métabolisation. Et donc, on va retrouver un certain nombre de composés issus de la décomposition de cette molécule de paracétamol. Et donc, ces composés vont être rejetés dans le réseau de tout à l'égout, donc dans les eaux usées. Donc on va avoir à partir du paracétamol un résiduel de molécules initiales plus des métabolites qui vont arriver à la station d'épuration, qui elle-même va procéder à son travail d'épuration, mais peut-être pas à 100%, donc elle va peut-être pas éliminer la station d'épuration 100% de tous ces composés. Elle va en transformer une partie,
par biodégradation. Donc encore une fois, on va multiplier le nombre de molécules qui vont être formées. Et puis donc les eaux traitées dans la station d'épuration vont être rejetées dans la rivière et la rivière va continuer son travail, elle aussi. Et donc les molécules vont pouvoir être transformées par les bactéries, par le soleil et par l'oxygène présent qui atteignent les eaux de rivière. Donc j'ai coutume de dire qu'en fait ça prend un peu la forme d'un arbre généalogique couché, c'est-à-dire qu'à partir de notre molécule de paracétamol, on va se retrouver dans la rivière avec une multitude de composés, filles, et puis en fait c'est tous ces composés que la station de potabilisation aura à éliminer. Donc on voit bien qu'il est à l'heure actuelle utopique de connaître et de quantifier toutes ces molécules, puisque même les mécanismes de transformation, on ne les connaît pas tous. Donc qu'est-ce qu'on fait en recherche dans notre équipe? En fait, ce qu'on est capable de faire, c'est de mettre en évidence, comme je vous disais tout à l'heure, un très grand nombre de constituants présents dans les eaux. Ça prend cette forme-là, où là je vous ai présenté juste une portion de la représentation des résultats. En fait, on a un ensemble de pics, et chaque pic représente un composé présent dans l'eau. Et la hauteur des pics, en fait, donne une indication sur la proportion, sur sa concentration. Donc, encore une fois, là, c'est seulement une portion. Et on arrive, à l'heure actuelle, dans une eau de rivière, à avoir 3000 pics environ. Donc, si je fais une coupe horizontale de ces différents pics et que je mets un code couleur fonction de l'intensité de ces pics, ça donne une représentation de ce type-là pour l'analyse d'une eau qui s'apparente à une empreinte. C'est pour ça qu'on appelle ça donc une analyse non ciblée, une analyse par empreinte. Donc ce type d'approche a fait l'objet d'une thèse cofinancée par Grand Poitiers. Et donc on arrive à avoir pour chaque échantillon d'eau prélevé donc, une représentation caractéristique de cette eau, donc comme une empreinte. Donc, comment on peut interpréter ces résultats? En fait, ce qu'on peut faire, c'est comparer ces empreintes le long d'une rivière, par exemple, pour étudier l'évolution de la qualité d'eau. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Donc, on va pouvoir voir les zones où les pics, donc, puisque chaque point représente en fait un constituant. On va pouvoir voir les zones où certains constituants disparaissent le long de la rivière. On va pouvoir voir peut-être des zones où des constituants apparaissent, et ça va nous permettre d'avoir un suivi donc, de la qualité des eaux de rivière, et peut-être de se focaliser sur une zone particulièrement intéressante pour ensuite chercher à identifier certains composés. De même, dans la filière de potabilisation, on va pouvoir avoir donc ces empreintes en entrée de traitement de potabilisation et après traitement de potabilisation, pour là encore avoir un suivi de l'efficacité du traitement et se focaliser sur certaines zones. Donc cette approche-là, donc encore une fois qu'on appelle une approche d'analyse non ciblée, en fait, elle est complémentaire de l'analyse qui est actuellement réalisée sur un nombre, encore une fois, limité de polluants qui sont représentatifs de différentes familles de composés. Mais pour l'instant, les analyses en nombre limité, en fait, sont plutôt des indicateurs d'alerte en cas de dépassement des seuils d'acceptabilité en eau potable, mais ne représentent pas la totalité des polluants qui pourraient être présents dans les eaux de rivière et donc qui pourraient être en résiduel dans certaines eaux eau potable issues du traitement des eaux de rivière. Après, autant on peut faire un lien, et ça Antoine Dupuy nous en parlera, entre certaines molécules bien identifiées et des degrés de toxicité, autant faire un lien entre ce type d'empreinte et puis des risques sanitaires ou des niveaux de toxicité. Pour l'instant, on en est bien incapable. Donc c'est juste pour l'instant une approche où on tente d'avoir une analyse exhaustive du contenu des ressources en eau ou des eaux potables en constituant. Merci. Oui, réservez peut-être vos questions pour tout à l'heure, notez, et puis on reviendra, parce qu'effectivement, c'était une présentation un peu express, et je pense qu'il y aurait effectivement aussi
beaucoup à dire sur cette approche qui, effectivement, nous donne une image de ce que peut être la qualité d'eau d'une rivière notamment, mais on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre et que les choses avancent à petits pas. Et donc, voilà, le lien a été trouvé avec le risque sanitaire et donc ces fameux indicateurs d'alerte qui nous guident aussi dans le traitement de l'eau potable. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir invité à présenter et notamment nos travaux, parce que je vais à m'appuyer en partie sur les travaux de l'équipe. Effectivement, alors je n'ai aucun conflit d'intérêt avec la présentation. Je dirige une équipe, l'équipe YES, pour Interaction Homme, Environnement, Santé, qui fait partie du grand laboratoire EBI, le laboratoire CNRS de l'Université de Poitiers. Et on mène des travaux sur les micropolluants de façon un peu générale, mais aussi et plus particulièrement sur les micropolluants perturbateurs endocriniens, on va revenir, avec l'idée de mieux estimer cette exposition à ces micropolluants, de en faire des liens avec des issues de santé, et puis aussi on est dans l'action parce qu'on cherche à voir comment réduire cette exposition, on ne fait pas que la montrer en son état. Donc là, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que initialement notre équipe de recherche, elle a travaillé sur l'eau avec Nathalie, qui était la directrice, et du coup, on a historiquement travaillé sur les micropolluants dans l'eau avec ces perturbateurs endocriniens, et je vais vous présenter des éléments sur ces micropolluants et leur impact sur la santé. Alors, pour remettre dans le contexte, il y a beaucoup de produits chimiques, il y a de plus en plus de produits chimiques, il y en a des millions, et ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'ils sont beaucoup là pour des raisons anthropiques, c'est-à-dire que c'est l'homme qui a voulu qu'ils existent, c'est l'homme qui les a mis pas forcément au bon endroit. Et le problème, c'est que pour beaucoup d'entre eux, on ne sait même pas ce qu'ils font, on ne les connaît pas bien. Il y a, pour vous donner une idée, un projet d'identifier tous ces produits chimiques et d'en évaluer la potentielle toxicité. Et vous voyez, on en est là, on est à 25 000 sur les millions qui existent. Et en plus, c'est un projet qui est uniquement européen. Donc le problème commence là, c'est surtout cette production de ces produits chimiques qui va forcément se retrouver dans l'environnement et qui va se retrouver dans nos eaux. Alors, micropolluants, pourquoi micropolluants? Parce que c'est ce qu'a présenté Nathalie. Ce sont des substances qu'on va retrouver à très faible quantité, à des microgrammes. Mais même nous, on travaille sur le nanogramme, donc la fameuse piscine et sa goutte d'eau dans la piscine olympique. Ces micropolluants, ils sont là parce que l'homme l'a voulu et du coup, ils ont des problématiques, notamment leur rémanence, le fait de pouvoir rester. L'environnement n'est pas forcément capable de l'éliminer, d'ailleurs l'homme non plus. Et ça, c'est un des problèmes, leur rémanence. Ils peuvent rester pour certains très longtemps et on va le voir sur les exemples que je vais vous donner. Une autre problématique, c'est qu'ils s'accumulent dans un certain nombre d'organismes, dans la faune, dans l'environnement. Et ça aussi, c'est en lien au fait que ce sont beaucoup des produits d'origine anthropique, pas naturellement présents. Puis enfin, je vais insister, vous allez voir, je vais surtout parler de ça, des perturbateurs endocriniens, parce que là, on va changer un petit peu le paradigme de la piscine et vous allez comprendre pourquoi. Si on regarde sur Santé publique France, aujourd'hui, le risque de polluants dans l'eau, il est identifié à travers un certain nombre de produits, les sous-produits de désinfection, ce qu'a évoqué Nathalie, l'arsenic, le plomb, les nitrates, pesticides, résidus médicamenteux. On a vu qu'on a commencé à l'évoquer avec des préoccupations qui sont plus ou moins importantes, qui peuvent être aussi plutôt régionales, je vais passer vite sur ça, et dont les origines peuvent être plus ou moins l'eau, avec quand même des liens avec certains problèmes de santé, notamment avec des cancers. J'ai juste fait quelques points sur ces éléments de Santé publique France, notamment ces fameux sous-produits de chloration. Effectivement, l'eau est désinfectée pour la problématique microbiologique. Et on sait par exemple qu'avec les matières organiques, le chlore va former un certain nombre de composés que sont par exemple les trihallométhanes, qui ont été identifiés comme des cancérogènes possibles. Et il y a des associations qui ont été faites entre l'exposition à ces sous-produits de chloration et certains cancers, comme le cancer de la vessie ou du poumon. Mais ça reste localisé. Et aujourd'hui, il y a plutôt des indications sur des surreprésentations, notamment par exemple avec les travailleurs dans les piscines, plutôt que des effets sur la population générale. Le plomb a été une vraie problématique et reste encore, faut savoir, dans le saturnisme de façon générale, je ne parle pas forcément de l'eau, il y a de plus en plus
on revient en tout cas à des cas de saturnisme, notamment chez l'enfant, à cette pathologie qui est quand même relativement grave, qui peut être dans l'aigu, mais surtout dans le chronique. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui dans les cas, c'est que le risque hydrique pour le plomb, c'est de mieux en mieux maîtrisé. Il reste encore, par contre, quelques situations où l'eau peut être à l'origine de ce saturnisme, mais c'est plutôt la dégradation de l'habitat qui est en lien avec ça. Donc c'est problématique qu'on a bien identifiée, mais qui existe encore. L'arsenic est un des micropolluants d'origine naturelle, là pour le coup on n'y est pas pour grand-chose, mais qui pose problème localement dans certaines régions. Il y a effectivement des taux d'arsenic qui peuvent être plus ou moins élevés, et c'est quand même un produit qui est un cancérogène avéré pour le coup, dont l'exposition lorsqu'elle existe est majoritairement via l'eau, et qui est à l'origine de certains cancers. Mais vous voyez que bon, entre le tabac et l'arsenic, il n'y a pas photo, ça reste des problématiques très locales et très limitées. Les nitrates, je vais passer vite sur les nitrates, parce que c'est trop compliqué finalement les nitrates, mais ils sont présents naturellement, sauf que avec les modes d'agriculture, élevage surtout, donc l'activité humaine, il y a des concentrations qui peuvent être anormales dans certaines situations, dans certaines eaux. Ce qu'on a surtout remarqué, relevé, c'est une toxicité aiguë avec un effet sur l'hémoglobine, mais finalement, qui ne pose pas vraiment problème. Aujourd'hui, il y a des questions sur le côté cancérogène, et notamment, on reviendra avec l'effet perturbateur endocrinien de ces nitrates. Les pesticides, c'est effectivement une problématique évoquée Nathalie. Aujourd'hui, on sait que l'exposition, elle est majoritairement liée à l'alimentation, et l'aliment au sens pas à l'eau. Certains sont cancérogènes avérés, on reverra, je vous montrerai des exemples, parce que ça passe notamment par la problématique des perturbateurs endocriniens. Mais il y a des variabilités assez notables. Si Grand Poitiers reste vraiment au-dessous des normes pour les pesticides cumulés, par exemple ici, région nantaise, il y a quand même des situations qui sont plus problématiques en termes de dépassement des normes. Les petits points rouges sont dépassement des normes de ces pesticides dans certaines situations. Donc c'est des choses qui sont regardées. Et aujourd'hui, on l'a évoqué, la liste est aussi limitée de ceux qui sont regardés. Et puis enfin, cette problématique assez récente de résidus médicamenteux. Nous, on a travaillé avec le CHU de Poitiers sur les rejets du CHU en lui-même. Il y a beaucoup de médicaments qui sont utilisés, qui sont retrouvés. Beaucoup nous inquiètent, c'est le côté médecine vétérinaire, avec notamment les fameux antibiotiques utilisés, l'argamanu. Il faut savoir que les doses sont là encore très faibles, on est sur du micropolluant, mais qu'on a cette exposition chronique qu'on ne comprend pas encore, dont on ne connaît pas encore les conséquences. Et du coup, finalement, les risques aujourd'hui sont très mal connus, même s'il y a des études qui ont montré qu'il y avait des résidus médicamenteux dans l'eau potable. Aujourd'hui, à trop peu d'éléments. Mais vous voyez, je vous ai mis des exemples de médicaments, ils sont très variés, ils sont liés à la consommation qu'on a de ces médicaments. Allez. Perturbateurs endocriniens, parce que justement dans le paradigme que je vais vous présenter, on peut comprendre qu'il faut s'intéresser et pourquoi il y a besoin d'avoir des chercheurs sur ces problématiques-là. Donc ces perturbateurs endocriniens, je vais essayer d'en remettre une définition pour qu'on soit tous clairs. C'est plein de substances chimiques différentes, mais qu'on connaît bien, le fameux DDT, chlordécone, donc pesticides, bisphénol A, un composant du plastique, les phtalates aussi, ou certaines hormones. C'est très varié les sources de perturbateurs endocriniens. Et puis pour faire simple, ce qu'on sait de ces molécules, c'est qu'elles vont modifier les systèmes endocriniens. Le système endocrinien est dans toutes ses composantes à travers des mécanismes qui peuvent être très variés. Donc ce n'est pas une entité en termes de mécanisme d'action, ça peut prendre des actions très différentes. C'est pour ça qu'on a des grandes variations dans les molécules qui sont concernées par cette action perturbatrice endocrinienne. Et en fait, on le considère perturbateur endocrinien à partir du moment où cette perturbation a des effets néfastes sur la santé. Bien sûr, on peut modifier notre système endocrinien pour des effets bénéfiques, mais là, c'est des effets néfastes qui sont constatés, et je vais revenir sur les effets néfastes. Perturbateur endocrinien, ce qui a changé un petit peu dans la toxicologie classique, c'est que ça a révolutionné les notions de la toxicologie telle qu'on les connaissait de Paracels. Paracels, c'est celui qui a dit que c'était la dose qui faisait le poison. Sous-entendu, plus on augmente la dose, plus ça devient. Donc même le chocolat peut être considéré comme toxique. C'est une histoire de dose. Mais en fait, Paracels n'avait pas encore découvert l'effet perturbateur endocrinien. Et on a eu une pharmacienne nord-américaine qui a réuni un certain nombre de chercheurs pour arriver à définir cette problématique particulière de la toxicologie des perturbateurs endocriniens. La première chose, c'est que les effets de ces molécules se retrouvent pour des doses très faibles. Les fameuses microgrammes dont on a parlé,
sont effectivement les doses qui produisent des effets de perturbations endocriniennes. Et on a bien compris en termes de réceptologie pourquoi des petites doses pouvaient effectivement entraîner des effets. Ça, c'est la première problématique, c'est que là, ce côté petite dose, très faible dose, on sait qu'il peut avoir un effet, en tout cas cet effet perturbateur endocrinien. L'autre élément important et qui pose aussi problème dans la démonstration des effets, c'est que là, on n'est pas dans le cadre de Paracel, c'est-à-dire que pour un perturbateur endocrinien, ce n'est pas forcément l'augmentation de la dose qui va entraîner l'effet et les fameux effets néfastes. Effectivement, Paracel nous disait, voilà, j'augmente la dose, j'augmente l'effet. Avec les perturbateurs endocriniens, on peut avoir peu d'effets à faible dose, puis on augmente la dose, il y a de l'effet, et puis l'effet redisparaît à forte dose. Ou l'inverse, il y a des effets à très faible dose, ils disparaissent à plus forte. Bref, ce n'est pas linéaire. Et on sait qu'il peut y avoir des effets qui sont compliqués à observer, mais parce que lorsqu'on fait de la toxicologie classique, on est plutôt à des fortes doses, et du coup, on ne voit pas d'effet perturbateur endocrinien à forte dose, donc on dit il n'y a pas de problème. Et en fait, c'est parce que ça se passe en bas, plus bas, à des doses plus faibles. Et du coup, ça a un peu révolutionné tout ce qui est valeur toxique de référence, dose limite produisant un effet, toutes ces notions toxicologiques qu'on a fait. Finalement, ce n'est pas vraiment la dose, ou du moins son augmentation, qui fait le poison. Paracel, ça n'avait pas encore les perturbateurs endocriniens, mais encore autre chose. Un autre élément, et ça va avec ce qu'a dit Nathalie, et qui complexifie encore la problématique, c'est qu'on est exposé à plein de molécules, à plein de perturbateurs endocriniens. Et aujourd'hui, on a des éléments de littérature qui nous montrent que regarder un seul perturbateur endocrinien, c'est pas forcément, ou une seule molécule, c'est pas forcément idéal. Il faudrait regarder des effets mélanges, parce qu'il y a des effets cocktails, avec des effets cocktails qui peuvent être paradoxaux, c'est-à-dire augmenter le problème, voire avoir l'inverse, diminuer le problème. Et je vous montrerai qu'avec des résultats de l'eau, finalement, le cocktail était plutôt en diminution du problème. Mais bon, ça complique encore la chose, l'histoire du cocktail. Alors là où les perturbateurs endocriniens nécessitent qu'on porte un peu d'intérêt, c'est qu'ils vont avoir des effets qui vont varier en fonction de fenêtres de vulnérabilité. On n'est pas à notre stade de développement et d'âge égaux devant le risque de perturbation endocrinienne. Pour faire simple, toute la période fétale, périnatale, jeune enfant, est bien plus sensible à cette perturbation endocrinienne parce que, on le comprend, les organes sont en développement, donc ils sont très dirigés par ces fameuses hormones, et la moindre petite modification de cette régulation hormonale dans la croissance des organes va avoir des impacts assez majeurs. Donc il y a des périodes de susceptibilité très variées, et d'ailleurs on parle des 1000 premiers jours de la vie. Aujourd'hui, il y a une grande étude française, en tout cas sur ces 1000 premiers jours. Il faut même savoir qu'on a des données qui montrent que c'est même avant la conception qu'il y a des effets perturbateurs endocriniens. Et du coup, aujourd'hui, on emmène aussi les pères dans nos cohortes parce que ça se passerait même avant la conception. Ça, c'est les fenêtres de susceptibilité. Puis après, il y a une hypothèse de l'origine des maladies, et surtout des maladies chroniques, qui est même dépassé le stade d'hypothèse, qui dit que finalement, ce qui se passe pendant la vie fétale a un impact sur notre santé de demain, et notre santé même à long terme, et les fameuses maladies chroniques qui peuvent apparaître, les maladies cardiovasculaires par exemple, retrouvent en partie une origine à notre vie fétale, c'est-à-dire que pendant notre vie fétale, on a pu être exposé à des stress variés, que ce peuvent être, par exemple, ça a été démontré avec les famines qui ont eu lieu dans certaines circonstances. Eh bien, ces stress ou ces expositions à des micropolluants, par exemple, vont avoir un impact sur notre santé, et puis ils vont peut-être se révéler que 20, 30, 40, 50 ans après, c'est une hypothèse qui a aujourd'hui beaucoup montré ses effets. Donc, la période, là encore, est importante de la vie fétale pour cette notion de développement ultérieur de maladies et de maladies chroniques. Et puis enfin, il y a cette notion qu'il y a des effets perturbateurs endocriniens qui peuvent se transmettre de génération en génération. Et là, on n'est pas sur le gène, ce qu'on connaissait classiquement. Les gènes, on transmet les gènes et on peut transmettre, entre guillemets, des maladies à travers les gènes. Il faut savoir que dans le mécanisme de perturbation endocrinienne, il y a la capacité à avoir fait des modifications chez la mère, par exemple pendant la vie fétale, qui vont être transmises à l'enfant. Et cet enfant-là va lui-même transmettre cette perturbation
à ces enfants, et on est même jusqu'à la 4e génération avec le fameux Distilbène. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce scandale du Distilbène. C'est lui qui nous a montré ce modèle. Et aujourd'hui, on a, en termes de science, les explications en plus de cette transmission, parce que, on connaissait les modifications génétiques. Ça se passe autour des gènes, mais c'est l'épigénétique. Et on est capable d'expliquer pourquoi on peut transmettre le problème de génération en génération. Après, le bon côté de la chose, c'est qu'on a aussi compris qu'on pouvait modifier le problème. Sous-entendu, c'est différent des gènes où on ne peut pas modifier nos gènes. Là, ça se transmet le problème de génération en génération, mais on peut améliorer finalement sa situation épigénétique et ne pas transmettre du coup la problématique. Bon, c'est le côté positif de cet élément. Alors, je n'ai pas essayé de vous convaincre parce que on était sur des effets sur la santé des perturbateurs endocriniens qui étaient plutôt suspectés, controversés, encore beaucoup controversés. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'avérés, malheureusement. Hein. Je vous ai mis ici la liste à des maladies pour lesquelles on avait des données. Et effectivement, aujourd'hui, sur pas mal de pathologies, il y a des niveaux de preuve importants. Et je vous ai mis des exemples, notamment dans tout ce qui est atteinte du système reproducteur, d'hygiénésie, etc., mais aussi qui se retrouve, par exemple, sur la qualité du sperme en lien avec des effets perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, il y a des éléments forts de causalité. Aujourd'hui aussi, on a des éléments forts avec cette fameuse chlordécone, la fameuse chlordécone et le cancer de la prostate. On a le même niveau de causalité entre la chlordécone et le cancer de la prostate qu'entre le tabac et le cancer du poumon. Donc aujourd'hui, personne ne remettra en question cette causalité. Et ben, pareil sur cette chlordécone avec le cancer de la prostate. Et la même chose entre DDT et cancer du sein. Donc ce sont des pesticides, DDT, chlordécone, pour lesquels aujourd'hui, il y a des données de preuve qu'à travers leur effet perturbateur endocrinien, ils ont entraîné des cancers qui, on le sait, sont des cancers dits hormonodépendants. Donc il y a de la causalité. Pour revenir à l'eau et à ces perturbateurs endocriniens, il y a des éléments intéressants sur des liens qui ont pu être faits avec la problématique de l'eau, et notamment dans des grandes cohortes de femmes enceintes et d'enfants. Donc grossesse, suivie pendant la grossesse, suivie de l'enfant ensuite. Il y a une grande cohorte bretonne qui s'appelle Pélagie. Là, dans cette cohorte, il y a eu une partie de la cohorte qui a servi pour doser dans les urines de ces femmes enceintes, et on y a retrouvé un certain nombre de pesticides, la fameuse atrazine. Même si cette atrazine est interdite depuis un certain nombre d'années, on la trouve encore dans les sols, on la trouve encore dans les eaux, et on la trouve encore chez l'homme. Juste pour dire que dans cette étude, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont montré qu'il y avait une relation entre la concentration urinaire de ces femmes et la consommation d'eau qui contenait de l'atrazine. Et ce qui était fort, c'est qu'ils ont essayé de voir s'il y avait d'autres raisons qui pouvaient expliquer la présence d'atrazine. Par exemple, le fait d'habiter dans un certain endroit, peut-être proche d'une source. Et là, il n'y avait pas de lien. Ils ont aussi regardé s'il y avait des liens avec le fait qu'il y avait de l'atrazine au domicile. Il n'y avait pas de lien. Il y a aussi la consommation de poissons qui peut bioaccumuler. Et il n'y avait pas de lien. Le seul lien qu'il y avait entre le fait que des femmes aient beaucoup d'atrazine dans leur urine, c'était le fait qu'elles buvaient de l'eau qui contenait d'atrazine. Donc il y avait la conclusion que chez ces femmes, la source d'exposition à l'atrazine était bien l'eau, c'est en Bretagne. Et puis cette cohorte a servi du coup à étudier les conséquences que pouvait avoir cette atrazine dans l'eau chez ces femmes enceintes. Et donc là, ils ont refait sur une autre échantillon de la cohorte. Là encore, ils ont dosé dans les urines, ils ont trouvé de l'atrazine, et puis pas que de l'atrazine, vous voyez d'ailleurs. Et puis, ce qu'ils ont fait, ils ont été regarder ce que pouvait avoir comme conséquence la présence d'atrazine chez ces femmes enceintes. Et la conséquence qui a été montrée en termes de risque, d'augmentation de risque, on parle d'augmentation de risque, vous voyez qu'effectivement, le fait d'avoir été exposé à de l'atrazine à travers l'eau, c'est ce qui avait été prouvé avant, eh bien, augmentait de 50% le risque supplémentaire d'avoir un enfant de petit poids. Et le petit poids, ce n'est pas juste parce qu'il est petit, c'est parce que c'est un marqueur fort de ce qui va nous arriver demain. On sait que le poids de naissance est un marqueur fort du risque de maladie ensuite dans la vie. C'est pour ça que ce petit poids est utilisé. Et puis, il y avait aussi un autre type de risque, notamment avec une augmentation, vous voyez, non négligeable, d'avoir un petit périmètre crânien. Là encore, c'est des éléments qui permettent de préjuger qu'il y a des effets néfastes qui ont été retrouvés chez les enfants nés de ces femmes enceintes.
Nous, on a fait des choses autour de ce qu'on appelle des cohortes historiques. En fait, on a récupéré des données dans l'eau avec des couples mère-enfant, et on a étudié, là encore, le poids. On peut récupérer ce type de données assez facilement. C'est des cohortes historiques, donc on récupère les données, on fait ça de façon rétrospective. Et on a travaillé justement pour se poser la question de l'atrazine nitrate et le lien avec le petit poids de naissance dans cette cohorte. C'est une cohorte conséquente, puisque avec ce côté données historiques, on peut récupérer beaucoup de données. Donc, vous voyez, un bon nombre de couples mère-enfant ont été retrouvés. On a vu qu'effectivement, parmi ces couples, il y avait une exposition assez fréquente aux pesticides de façon générale, donc retrouvée dans les données de dosage des eaux. En fonction des communes où elles habitaient, on récupérait les données de la qualité d'eau. Et puis, vous voyez, elles étaient toutes exposées à des nitrates, mais à des taux différents et pas forcément anormaux. Ce qu'on a pu montrer, c'est que, bon, elles avaient toutes des nitrates. Donc, on a distingué un taux faible, un taux moyen, un taux élevé de nitrate, parce qu'on ne pouvait pas dire qu'on n'avait pas de KT-0. Et pour les pesticides, on a considéré que soit il y en avait, soit il n'y en avait pas. Ce qui a été recherché, c'était le poids de naissance. Et vous voyez que parmi tous ces couples, il y avait un total de 8,6% de nouveau-nés avec ce petit poids de naissance. Et ce qu'ont montré les analyses statistiques, eh bien, c'est que chez les femmes qui étaient exposées à des nitrates, mais sans les pesticides, avaient un risque, vous voyez ici, 2 fois plus important d'avoir un enfant qui avait un petit poids de naissance. Donc un lien entre la présence des nitrates à un niveau moyen, multiplié par à peu près 2, le risque d'avoir un enfant de petit poids de naissance. Et en revanche, lorsqu'on avait l'association des nitrates et du pesticide, eh bien, ce risque disparaissait. Voilà, un exemple. C'est un fait statistique, mais c'est un fait. Ici, le fait cocktail, quand on le regarde statistiquement parlant, il fait disparaître le risque de petit poids de naissance. Donc, en fait, c'est effectivement compliqué de pouvoir analyser ce type de résultats pour en trouver des effets. Je vais maintenant vous parler de ce qui nous a beaucoup occupé et qui, du coup, étaient les éléments premiers lorsqu'on a travaillé sur l'eau, de dérivés chlorés du bisphénol A. Vous connaissez tous le bisphénol A, c'est un perturbateur endocrinien bien reconnu aujourd'hui. On a fait une étude des dérivés chlorés de ce bisphénol A, je vais vous dire pourquoi. On a fait cette étude dans les Deux-Sèvres et on prélevait chez les femmes enceintes de l'eau, des urines et puis même à la naissance du colostrum. Donc là, on va montrer des données descriptives. Pourquoi on s'est intéressé aux dérivés chlorés du BPA? Parce que ce fameux BPA, lorsqu'il est dans les stations de traitement d'eau, eh bien, l'action du chlore va faire qu'on va avoir des sous-produits chlorés du BPA, donc mono, bi, tri, tétrachlorés du BPA. Et l'intérêt de ces molécules, c'est que c'est la seule source, bon, à part le tétra qui est un peu utilisé en tant que retardeur de flamme, tous les autres, on ne les produit pas chimiquement, on ne les fabrique pas. Leur seule origine, c'est le traitement de l'eau. Le traitement de l'eau est la seule origine du mono, bi, tri, chloro-BPA. Donc vous voyez que ça peut être intéressant puisque ça marque l'origine de ces molécules. Lorsqu'on les retrouve dans le corps, on n'a pas besoin de prouver qu'elles viennent de l'eau. Elles ont forcément une origine hydrique. L'autre intérêt qu'elles ont, enfin, je ne sais pas si c'est un intérêt, mais c'est qu'elles ont un pouvoir perturbateur endocrinien qui est jusqu'à 100 fois plus important que le bisphénol A lui-même. Donc, du coup, ça en faisait aussi un sujet d'étude intéressant. Et du coup, on a été recherché dans l'urine au 2e trimestre, au 3e trimestre. On a été recherché dans le colostrum. Et là, je vous ai mis un résultat dans le colostrum. Mais au final, on a retrouvé chez un tiers de ces femmes des chloro-BPA dans le colostrum. Donc, l'eau amenait effectivement, indirectement ou directement, à ces substances perturbatrices endocriniennes chez les femmes. Et puis, vous voyez que lorsqu'on regardait au final avec l'urine du 2e, du 3e trimestre et puis le colostrum, il y avait 82% des femmes avaient été... on a retrouvé chez 82% des femmes la présence de ces fameux chloro-BPA. Donc ça, c'est descriptif. Et aujourd'hui, on suit les cohortes
parce que ça prend du temps de voir ensuite les fameux effets potentiellement liés à la présence de ces chloro-BPA. Donc on n'a pas encore les résultats sur la partie effet. Ici, vous avez simplement la description de l'exposition de ces femmes à ces produits issus de l'eau. Ce qu'il y a comme données, parce qu'il y a peu de données dans la littérature, on est peu d'équipes à travailler sur ces chloro-BPA, il y a des associations, plutôt in vitro ou chez des animaux, des effets de ces chloro-BPA, mais il y a aussi une étude qui a montré un lien entre le taux de ces chloro-BPA retrouvés et puis des liens avec l'obésité, puisque dans les actions perturbateurs endocriniens, vous avez l'obésité. Il y a un risque d'obésité avec notamment des mécanismes d'action qui sont bien connus. Nous, ce qu'on a fait pour être sur des issues de santé, c'est une étude à travers une cohorte qui est disponible au CHU de Poitiers, qui est la cohorte sur Diagène. C'est une cohorte de patients diabétiques. Et on s'est associé à une cohorte de patients diabétiques allemandes aussi. Et notre idée était qu'à travers les mécanismes d'action perturbateur endocrinienne, il y a aussi des actions cardiovasculaires liées à cette action perturbateur endocrinienne. Et du coup, on a été voir chez des patients diabétiques s'il y avait un lien entre ces perturbateurs endocriniens et la survenue d'infarctus du myocarde. Il y a des données dans la littérature qui disent que l'effet perturbateur endocrinien peut être à l'origine d'infarctus du myocarde. Et du coup, on a été regardé dans une population bien particulière, ce sont des diabétiques. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait les prélèvements urinaires de ces patients diabétiques dans cette cohorte. Ça représente 200 patients dans chaque cohorte, donc au total, il devait y avoir à peu près 400 patients. Et on a dosé le BPA et les fameux chloro-BPA, et on a regardé le lien entre le taux de BPA, le taux de chloro et BPA, et la survenue de cet infarctus du myocarde. Ce qu'on a trouvé, à travers les cohortes, et les deux cohortes françaises et allemandes, c'est que plus il y avait de BPA chez ces patients, plus il y avait un risque de faire un infarctus du myocarde. Et vous voyez ici, il est là le risque. Il y a 2 fois plus de risque de faire un infarctus du myocarde quand on est patient diabétique de type 2 et qu'on a de la présence de BPA dans ses urines, donc qu'on a été exposé au BPA. Ça, c'est le premier résultat, mais le BPA, il a plein d'autres sources que l'eau, et la source majoritaire du BPA, c'est pas l'eau, c'est là encore plutôt l'alimentation. Du coup, on a regardé aussi, nous, nos fameux chloro-BPA, parce que là, on sait qu'il y avait une origine hydrique, et c'était toujours dans la même idée. Et là, de façon assez intéressante, on a retrouvé un lien entre chloro-BPA et infarctus du myocarde, uniquement dans la cohorte française. À la cohorte allemande, où en associant les deux cohortes, on n'avait plus d'augmentation du risque d'infarctus du myocarde. Il y avait uniquement dans la cohorte française sur Diagène qu'il y avait ce lien entre taux de chloro-BPA et survenue de l'infarctus du myocarde. Et ce qu'on a vu par contre, c'est que dans la cohorte allemande, il y avait très peu de dérivés chlorés. Les gens étaient très peu exposés, les Allemands étaient très peu exposés aux dérivés chlorés. Et ce qu'on a du coup travaillé sur l'origine de cette différence, c'est qu'on n'a pas les mêmes méthodes de chloration de l'eau, de désinfection de l'eau entre l'Allemagne et, en tout cas, là où on avait la cohorte ester et la cohorte française. Effectivement, nous, on utilise la chlorine et eux du chlorine dioxyde. Et du coup, on sait qu'effectivement, ce moyen de chloration est moins transformateur du BPA en chloro-BPA. Avec ces moyens de chloration, on produit moins de chloro-BPA. Et du coup, ça explique pourquoi on en a retrouvé moins chez les patients et ce qui peut expliquer pourquoi on n'a pas pu montrer qu'il y avait un lien entre le chloro-BPA et l'infarctus du myocarde, parce que du coup, ils étaient trop peu exposés et du coup, aucune puissance dans les données statistiques. Donc ça, c'était des éléments sur l'eau et son risque potentiel, d'où l'intérêt de continuer à travailler pour essayer d'identifier des risques et surtout, encore une fois, de faire des actions pour diminuer ces risques, parce que l'objectif est surtout d'être dans l'action. Alors, on m'a demandé d'aborder cette question, parce qu'en plus de ça, vous vous doutez bien qu'avec nos travaux sur l'eau, les femmes enceintes, etc., on a souvent cette question. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'il faut boire de l'eau en bouteille ou de l'eau du robinet? Et en fait, j'aimerais revenir sur un peu l'eau. Et l'eau, effectivement, l'eau chez l'homme est pas seulement un véhicule, l'eau n'est pas seulement un élément pur qui va du coup servir à notre vie. L'eau
de boisson contient énormément d'éléments. On a vu d'ailleurs avec Nathalie qu'il y en avait vraiment beaucoup. Mais à des éléments comme des sels minéraux, comme à des oligo-éléments, beaucoup de choses. Et finalement, déjà, cette notion d'eau pure est assez aberrante, puisque d'ailleurs, si on boit de l'eau pure, l'eau fameuse distillée, on va finalement avoir des effets plutôt néfastes sur le tube digestif. Il faut éviter de boire de l'eau pure au sens distillé, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments dans l'eau qui sont nécessaires à son équilibre, à son absorption, et qui vont apporter un certain nombre d'éléments. Donc ça, c'est un premier élément sur le choix de l'eau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notamment lorsqu'on parle des eaux en bouteille, faut savoir qu'un certain nombre d'eaux en bouteille ont des compositions qui ne sont pas forcément très équilibrées, très naturelles pour les besoins que nous avons en termes d'hydratation et d'apport de ces sels minéraux et autres. Et du coup, d'ailleurs, certaines de ces eaux ne sont pas forcément bien indiquées pour certaines périodes, par exemple, de la vie, ne sont pas forcément indiquées dans certaines situations, ou même, d'ailleurs, peuvent avoir des indications médicales par rapport à cette composition qui n'est pas forcément naturelle. L'eau du robinet a l'avantage d'avoir cette composition qui est celle dont le corps a besoin. Donc, on peut trouver l'intérêt ici majeur de l'eau du robinet par rapport à son équilibre, même s'il y a des eaux de boisson qui sont équilibrées. Après, quand on reprend les différents micropolluants, il faut savoir que c'est du plastique. Il y a beaucoup de plastique. On retrouve même des particules de plastique dans les eaux en bouteille lorsqu'elles sont en plastique, ce qui fait qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à aller vers cette eau en bouteille. On peut aussi parler de fameux micropolluant que Nathalie a évoqué. Pour beaucoup d'eau embouteillée, il a été retrouvé aussi, malheureusement, un certain nombre de micropolluants. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments majeurs qui font penser que l'eau embouteillée va avoir un côté pur, plus intéressant que l'eau du robinet, à partir du moment où elle a la qualité à travers le suivi qu'elle a. Et du coup, il n'y a pas d'éléments forts pour distinguer et choisir entre les deux, sachant que, vous le savez, le coût de l'eau en bouteille, je ne vais pas vous la faire, ça n'a rien à voir. Et pour le changement climatique, je ne suis pas sûr que ce soit non plus l'idéal. Et puis, par contre, il y a des règles que vous connaissez peut-être, et je vais quand même les rappeler. C'est qu'il faut effectivement éviter de boire de l'eau qui a pu stagner. Et du coup, on doit faire circuler l'eau et rejeter les premiers éléments de l'eau lorsqu'on ouvre nos robinets. Et encore plus si c'est des robinets qui ne servent pas souvent. Nous, on a trouvé beaucoup de chlorure du BPA lorsque les robinets ne servaient pas beaucoup. On sait aussi qu'il faut éviter d'utiliser de l'eau chaude pour le côté alimentaire, puisque cette eau chaude, elle va avoir les propriétés physico-chimiques qui font qu'elle va plus accumuler les polluants, puisque plus l'eau est chaude et plus les polluants peuvent être dilués. On sait qu'on peut éliminer le chlore en attendant. Donc il y a des gestes simples qui font qu'on peut limiter certains éléments qui pourraient être néfastes dans l'eau du robinet. Mais ça reste une eau qui est convenable et largement convenable. Et il faut savoir que quand on a fait nos enquêtes sur les femmes enceintes, on avait été regarder aussi les pratiques, les us et coutumes des femmes enceintes, puisqu'on avait comme représentation que finalement la femme enceinte va boire de l'eau embouteillée parce qu'elle pense que pour c'est mieux, etc., les biberons, blablabla. Et en fait, pas du tout. La grande majorité finalement des femmes enceintes buvaient de l'eau du robinet, que ce soit en termes de fréquence ou en termes de quantité. Elles étaient plutôt vers l'eau du robinet. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'eau du robinet et l'eau embouteillée. Merci.